Bonjour, chers amis. Vous souvenez-vous donc de ces moments passés à attendre patiemment, le doigt posé sur la touche record, prêt à enregistrer votre chanson préférée à la radio? Vous souvenez-vous de ces objets fascinants et imparfaits, ces cassettes audio qui peuplaient autrefois nos chambres, nos voitures, nos vies quotidiennes? Aujourd'hui, je vous propose un voyage nostalgique et technique à travers ce monde presque oublié, celui des cassettes audio, avec toutes leurs particularités et leurs imperfections. Dans les années 70, 80, 90, les cassettes audio étaient partout. Contrairement à l'époque actuelle où la musique se consomme dans le cloud sur une plateforme numérique. Enregistrer une chanson sur cassette demandait du temps, de la patience et même, parfois, soyons honnêtes, un peu de chance. Mais c'est précisément cette dimension humaine et tactile qui rendait l'expérience si fascinante. Les cassettes audio se divisaient en plusieurs catégories précises, chacune ayant ses particularités sonores. Les plus communes étaient les cassettes de type 1, appelées Ferro. Elles étaient accessibles, bon marché, mais présentaient souvent un son un petit peu étouffé, manquant parfois d'éclat dans les aigus. Mais très répandues, elles avaient parfois la fâcheuse tendance à introduire du souffle. Vous savez, le souffle qu'on entend. Voilà, vous voyez. De toute façon, vous allez voir, je pense que vous avez dû entendre que depuis que je parle d'analogique, là, il y a du souffle derrière moi. Eh bien, ce souffle-là, justement, c'est le souffle de la cassette type 1. Donc c'est ce léger bruit de fond caractéristique de l'analogique devenait très audible lorsque l'enregistrement était effectué avec des magnétophones de qualité moyenne ou médiocre. Venaient ensuite les cassettes de type 2, appelées chrome. Ces cassettes offraient un son nettement meilleur, plus brillant, avec des aigus beaucoup plus précis et des graves mieux définis. Parmi elles, on retrouvait aussi les super chromes, extrêmement sensibles et puissantes en matière de captation magnétique. Elles étaient reconnues pour leur fidélité sonore. Mais, paradoxalement, ces cassettes présentaient un autre problème majeur. Une fois enregistrées, elles étaient parfois difficiles à effacer totalement. Il était fréquent d'entendre en arrière-plan ces fameux fantômes audio. Les fantômes audio, c'était en fait des résidus d'anciens enregistrements qui persistaient sur la bande magnétique. Par exemple, un album que vous aviez enregistré ou une émission de radio quelconque, que vous entendiez en fait en arrière-fond, vraiment de façon très minime ou des fois de façon ça dépendait en fait, ça dépendait de votre tête d'enregistrement, de la calibration, mais on va en parler après. Donc même après plusieurs passages d'effacement, on pouvait avoir ces fantômes audio. Et même des fois, un mélange de tous les enregistrements, parce que du coup, la tête d'enregistrement n'arrivait pas à effacer totalement l'enregistrement précédent. Enfin, les cassettes de type 4, dites métal, représentaient le haut de gamme absolu. Ces bandes étaient très coûteuses, mais d'une qualité exceptionnelle, offraient une restitution sonore remarquable, rivalisant presque avec le format numérique d'aujourd'hui. Toutefois, elles exigeaient obligatoirement des magnétophones haut de gamme, très précis, parfaitement calibrés, qui étaient donc réservés souvent à un usage professionnel ou audiophile très spécifique. Mais la qualité sonore de la cassette audio dépendait aussi du magnétophone utilisé pour l'enregistrement. Sur des appareils de basse ou moyenne qualité par exemple, la précision technique faisait souvent défaut. Mauvaise calibration des têtes d'enregistrement, biais magnétiques mal réglés,
souffle électrique permanent et perturbation électrique parasite. Ces défauts pouvaient créer de nombreux phénomènes très étranges. Par exemple, au tout début de votre cassette et à la toute fin de la bande magnétique, qui à la base normalement est neutre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas enregistrer. Si vous prenez par exemple une cassette, même encore aujourd'hui, parce qu'il y en a, mais on va en parler tout à l'heure, il y en a quelques-unes qui sont en vente aujourd'hui, avec d'ailleurs certains magnétophones que je déconseille fortement d'utiliser. Eh bien, en début de cassette, vous aviez un passage de, on va dire, 10 secondes, à peu près, entre 5 à 10 secondes, où vous ne pouviez pas enregistrer. Et pareil pour la fin de votre cassette. Que ce soit une cassette de 60 minutes ou 90 minutes, parce que ça aussi on n'en a pas parlé. Mais les cassettes faisaient entre 60 et 90 minutes. Et vous aviez aussi des cassettes qui faisaient 120 minutes. Mais plus la cassette en fait avait une bande de plus en plus longue, plus elle était fragile déjà. C'est très important de le souligner. Donc, au tout début et toute fin de la bande, normalement neutre et non enregistrable, on pouvait entendre des petits craquements parasites qui restaient gravés définitivement dans la bande. Sur certains magnétophones neufs et mal calibrés, il arrivait même qu'en écoutant la face A ou B d'une cassette enregistrée, on entende discrètement, à peine perceptible, la face B, si vous écoutez la face A, jouer à l'envers en arrière-plan sur par exemple votre haut-parleur droit. Le phénomène qu'on appelle le crosstalk inversé. Les marques de cassettes audio étaient très nombreuses et chacune possédait leur particularité et son identité sonore, mais aussi tactile. On retrouvait les célèbres TDK, Sony, Maxell, BASF, Fuji, Memorex, Agfa, Denon ou même Optonica. Certaines marques japonaises comme Certaines marques japonaises comme Fuji et Maxell se distinguaient particulièrement par leur robustesse et leur précision sonore, même dans leurs modèles les plus abordables. A l'inverse, les marques distributeurs comme Carrefour ou Leclerc ou Auchan proposaient des cassettes souvent fabriquées par ces mêmes grandes marques mais de qualité irrégulière. On pouvait y trouver des modèles très surprenants, excellents pour leur prix, mais aussi des modèles catastrophiques avec un son saturé et plein de souffle permanent. À titre personnel, pour vous dire, moi, étant aveugle, mes doigts devenaient mes yeux. Et honnêtement, je suis capable de reconnaître pas mal de cassettes au toucher. Et je peux même vous dire leur marque. Une TDK se reconnaissait en général à sa douceur particulière et à ses coins arrondis. Une Sony avec des espèces de traits discrètes sur les côtés et BASF avec leurs rayures sur le côté. Chaque cassette devenait pour moi, et peut-être même pour vous, un objet personnel presque intime, riche de souvenirs, d'histoires et d'émotions. Voilà donc comment les cassettes audio, grâce à leur imperfection, ont marqué profondément toute une génération, dont je fais partie. Une génération qui a vécu le son comme une expérience concrète, physique et surtout très humaine. Dans la prochaine partie de ce documentaire, nous découvrirons ensemble comment conserver efficacement ces précieuses bandes magnétiques et éviter leur dégradation avec le temps. Restez donc avec moi pour la suite de ce voyage nostalgique et technique dans les souvenirs. Abonnez-vous pour ne pas justement rater la deuxième partie qui arrivera peut-être demain ou après-demain. Et surtout, amusez-vous bien et à très bientôt pour la suite de notre petit documentaire Retour dans le temps.